Bonjour et bienvenue au Corporate Lodging Forum 2024 France. Je suis Alex, votre hôte virtuel pour cet événement exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle et découvrir comment elle transforme le secteur de l'hébergement d'entreprise. Imaginez un monde où les solutions sont personnalisées en temps réel, où les analyses prédictives anticipent vos besoins avant même que vous ne les exprimiez et où l'automatisation simplifie chaque aspect de votre gestion quotidienne. Grâce à l'IA, nous pouvons offrir une expérience utilisateur inégalée, optimiser les opérations et créer des environnements de travail plus efficaces et agréables. Aujourd'hui, vous verrez en direct comment ces technologies innovantes peuvent être intégrées dans votre stratégie d'entreprise pour maximiser vos performances et satisfaire vos clients. Nous avons rassemblé les meilleurs experts, les dernières innovations et des solutions pratiques pour vous inspirer et vous accompagner dans cette révolution numérique. Préparez-vous à être émerveillé par ce que l'IA peut accomplir et à repartir avec des idées concrètes pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ensemble, explorons les possibilités infinies de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'hébergement d'entreprise. Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'hôte de cette rencontre sera Monsieur Pierre Mesnage, directeur général de HRS pour l'Europe de l'Ouest. Monsieur Mesnage apportera son expertise et sa vision pour guider nos échanges tout au long de cette session. Nous sommes ravis de l'accueillir et sommes impatients de partager ce moment privilégié avec vous. Merci de votre présence et profitez pleinement de l'événement. Merci. Merci pour la petite histoire. Cette solution s'appelle Synthesia et elle peut switcher sur une centaine de personnes différentes, une centaine de langues et ainsi de suite. Ça peut même faire du québécois. Et pour la petite histoire, Tobias avait mis ça en québécois. J'ai dit non, ça va faire rigoler tout le monde. Donc on a changé la voix, mais c'est vraiment voilà, une application de l'IA. Vous tapez votre texte et tout de suite, vous avez quelqu'un qui peut présenter une vidéo et ainsi de suite, assez incroyable. Je voudrais vraiment vous souhaiter à tous la bienvenue à ce Corporate Lodging Forum 2024 à Paris. Ça faisait 5 ans qu'on ne faisait plus ce type d'événement et on est vraiment très heureux de pouvoir recommencer cette très bonne habitude qui a perduré en Allemagne, en Italie, et là on repart et on est vraiment très heureux de vous accueillir. L'objectif pour nous de cet événement, c'est vraiment d'essayer de vous inspirer, d'essayer de vous donner une vision, mais également de vous partager, je dirais, des bonnes pratiques, des éléments que vous allez pouvoir, côté corpo ou côté hôtelier, mettre en œuvre directement dans vos entreprises pour derrière dégager de la performance. On a la chance d'avoir quelques grands clients qui nous font l'honneur de travailler avec nous, EDF, Airbus, Danone, Sanofi, qui viendront exposer leur vision, des exemples concrets de ce qui a pu être mis en œuvre avec eux en France et bien sûr dans le monde entier. Ensuite, pour moi, c'est une occasion un peu particulière. Je fête mes 1 an de HRS. Je suis arrivé chez HRS. Merci. Voilà, c'était il y a 1 an, le 6 novembre, j'arrivais. Et on peut dire on a fait déjà beaucoup de choses. J'ai vu le côté achat, j'avais déjà bossé dans d'autres parties du travel, mais j'ai vraiment découvert une nouvelle entreprise, des nouvelles méthodologies, un nouveau produit, une nouvelle approche. Et ça a été vraiment une année extrêmement riche avec une équipe qui m'a énormément soutenu. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Tobias Rage, notre CEO. Et je trouve qu'il a eu vraiment une vision très importante, je pense, quand la période du Covid nous a frappé, de renforcer l'investissement sur la technologie. Et c'est vraiment quelque chose qui a totalement transformé le HRS de 2019 vers celui de 2024, qui n'a plus du tout rien à voir avec celui de 2019. On est vraiment devenu une entreprise de tech. On voit ça même dans la part de nos salariés, la part des personnes vraiment travaillant dans la tech, dans le développement, est supérieure à 50% de l'organisation. Et ça nous permet vraiment aujourd'hui de vous présenter énormément de tech. Et bien sûr, on va parler d'IA parce qu'on a bien sûr boosté une bonne partie de nos solutions avec de l'IA grâce aux données exceptionnelles que nous collectons avec notre outil. Mais donc, si je parle d'inspiration,
Je pense qu'il est maintenant temps de pouvoir justement avoir quelqu'un qui va nous donner ce shoot de nouvelles idées. Je suis donc extrêmement content. D'abord, excusez-moi, oui, je voudrais bien sûr remercier, c'est la première fois, hein, vous m'excuserez, je voudrais remercier bien sûr nos partenaires, Air+, City, American Express, SAP Concur, Cytric, l'AFTM bien sûr, GBTA, Axis Consultant et Areca, qui participeront tous à cet événement et qui interviendront pendant la journée. Et maintenant, donc, je disais, laissez-moi vous présenter une personne, un homme politique français, un entrepreneur de la tech, Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d'État au numérique. En 2018, il lance la première stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, hein, renforçant la position de leadership de la France. On en a parlé très récemment de Miracle, hein, quelque part, ça fait partie de ce boost qu'on a eu en 2018 de penser à cette révolution. Il a joué un rôle clé dans le développement des solutions de l'IA éthique et dans l'essor de l'écosystème numérique français. Et il se bat aujourd'hui plus que jamais pour l'inclusion dans le numérique et et l'accès aux technologies pour tous. Permettez-moi de vous présenter Mounir Mahjoubi. Et il nous fait une présentation, un keynote sur l'IA pour essayer de faire ressortir les impacts, les risques, les implications bien sûr dans nos entreprises et comment nous pouvons intégrer l'humain à toute cette nouvelle technologie. Mounir, la scène est à toi. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. On va parler d'IA. Je pense que vous en avez tous entendu parler chez vous, vous en avez tous entendu parler au travail. Mais il y a un grand débat, un grand sujet aujourd'hui, c'est d'accord, maintenant qu'on en parle depuis un an et que c'est important de démarrer, combien ça a commencé à rapporter et est-ce que ça transforme vraiment nos entreprises ? Moi, j'ai eu la chance en 2018 de lancer la première stratégie nationale pour l'intelligence artificielle en France et en Europe. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'état de l'IA en 2018 ? Bon, c'était préhistorique. Même moi, qui suis tech expert depuis près de 20 ans, je parlais de quelque chose dont j'avais pas vraiment la sensibilité. J'avais rencontré tous les experts d'IA en France, mais imaginez ce que c'est de discuter avec un chercheur en IA en 2018, avant qu'on ait vu l'intelligence générative, avant qu'on ait vu les premiers exemples sensibles. On parlait beaucoup de machine learning. Les entreprises qui la mettaient en place, elles le mettaient en place sur des projets extrêmement complexes et elles avaient besoin pour cela d'avoir des experts chez elles. La grande différence de ce qui se passe là depuis 6 mois, c'est que ce sont toutes les fonctions de l'entreprise qui en parlent et mieux que ça, ce sont toutes les fonctions de l'entreprise qui sont capables d'en tirer de la valeur. Et c'est ça dont on va parler ce matin. Je regarde derrière pour savoir si on fait les slides ou on le fait sans les slides, c'est comme vous voulez. Mais ici, je vois beaucoup de jeunesse dans cette salle. Est-ce que certains ont commencé leur carrière dans les années 80 ? Bon, il y en a 2. Est-ce que certains ont déjà commencé déjà à travailler dans le business travel dans les années 90 au moins ? Bon. Est-ce que vous vous souvenez d'une réservation dans les années 80 ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça voulait dire comme parcours du client cadre qui va faire un déplacement jusqu'à la réservation, jusqu'à l'hôtel? Bon, eh ben, c'est juste après, s'il vous plaît. Ah, j'ai une chose. Wow. On avait beaucoup de papier. Et est-ce que certains ont commencé leur carrière les 5 dernières années? Vous. Par exemple, madame, est-ce que vous connaissez le papier carbone? Vous n'en avez aucune idée. Est-ce que quelqu'un ici peut dire ce qu'était le papier carbone? Et à quoi il servait dans les années 80 quand on émettait un billet, quand on faisait une réservation? Madame, est-ce que vous voulez leur dire? Allez-y. Et on pouvait se retrouver avec parfois des papiers carbone avec 5, 6, 7 versions automatisées qui s'écrivaient. Et ensuite, on envoyait à chacun son exemplaire. Et imaginez à quoi ressemblait une modification d'un papier carbone qui avait déjà été distribué. C'était très dur. 1990,
informatisation complète des circuits de réservation, informatisation complète des circuits de partage de l'information dans l'entreprise, première grosse révolution. Et là, c'est les premiers transferts qui étaient très lents, mais là, on commençait à avoir accès à des serveurs qui n'étaient pas dans notre entreprise et qui nous permettaient de mettre à jour des bases de données et de commencer à communiquer. Pour ceux qui ont été dans les entreprises à ces moments-là, ça a été une révolution radicale. Il a fallu former tout le monde. Tout le monde se disait « ça y est, nos emplois vont disparaître, tout va... » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'emploi de tout le monde est devenu de meilleure qualité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'y est mis assez rapidement et qu'on a réussi à passer ce cap-là. 2000, alors qui travaillait exactement entre 1998 et 2002? Là, quasiment toute la salle avait déjà commencé sa carrière. Ou pas forcément, il y a vraiment beaucoup de jeunesse, c'est bien. Imaginez-vous ce qui est arrivé en 2000-2002 dans la plupart des entreprises, l'arrivée d'Internet sur les postes de travail. Et ça aussi, ça a été une révolution assez incroyable. C'est-à-dire que pour les entreprises les plus en avance, ça a commencé dès 95-96, mais pour la plupart, ça a été plutôt 2000. Et alors, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, les entreprises avaient très peur d'une chose, c'est que les salariés ne travaillent plus et qu'ils passent leur vie sur Internet. Donc, à l'époque, on avait dit, on va juste mettre les mails et on empêche l'accès au site Internet. Mais le problème du tourisme, c'est qu'on a besoin de l'info. Et donc, il a fallu ouvrir les postes parce que tous ceux qui travaillent d'un côté ou d'un autre du sujet du tourisme ont besoin de se connecter à l'information. Et puis finalement, vous avez vu ce qui s'est passé après, tout le monde a un ordinateur connecté à Internet et tout le monde a continué à développer sa productivité et tout le monde a continué à avancer. Et puis, nouvelle révolution, beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète, mais qui a changé radicalement toutes nos façons de travailler. Ça a été le smartphone. Ça aussi, pour les plus jeunes, permettez-moi de vous regarder à chaque fois que je dirais les plus jeunes, imaginez qu'on a tous fait là des carrières où on n'a pas eu un smartphone, c'est-à-dire pas l'accès permanent aux informations, à nos bases de données, à nos outils, pendant plus de la moitié de ma carrière. Et le jour où vous avez ça qui apparaît, eh bien, tout se transforme dans votre capacité à décider, votre capacité à agir, votre capacité à comparer, votre capacité à identifier vos concurrents et à aller face à eux. Et ça a été une révolution radicale. Et ce que je pense, et ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui est en train de se passer avec l'IA, eh ben, c'est une révolution du même type, et peut-être même un peu plus forte, et peut-être même un peu plus grosse. Et donc, on va essayer, là, dans les prochaines minutes, de voir un peu ce que va être ce détail. Mais là où j'essaye de vous dire qu'il ne faut pas avoir trop peur, c'est que des révolutions, pour la plupart d'entre vous, vous en avez connu pas mal. Alors vous, par contre, c'est votre première. Donc, préparez-vous, et vous allez vous sentir vieille. C'est-à-dire que vous allez avoir une génération de jeunes entrants dans le marché du travail dans 3 ans qui n'auront connu que les outils hyper automatisés, que les outils intelligents, et qui vont vous regarder un peu bizarrement en se disant « Ah bon, tu remplissais des formulaires avant, mais ça doit être bizarre d'écrire avec un clavier, nous on dicte tout et tout se développe assez seul. » Alors, l'IA pour faire quoi? Là, on parle beaucoup en entreprise, mais les sujets qui aujourd'hui émergent et rendent heureux tout le monde. Le premier, c'est la santé. Et on a bien raison d'être heureux, c'est le sujet sur lequel tout le monde est d'accord pour que l'IA se développe. Vous demandez à n'importe qui, si on lui dit « Grâce à l'IA, on peut développer plus rapidement des outils qui identifient les cancers », tout le monde dit « Je suis pour ». Vous dites que ça aide le médecin à faire de meilleurs diagnostics, tout le monde dit « Je suis pour ». La formation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé d'utiliser ChatGPT avec des collégiens, avec des lycéens, sur des sujets un peu compliqués, que vous-même vous maîtrisez plus très bien, et que vous demandez « explique-moi avec des mots simples ce que veut dire ça, ça, ça et ça », bah vous avez un super prof particulier ou un soutien en prof particulier pour votre élève. Et si vous avez un enfant avec des difficultés d'apprentissage, par exemple des enfants qui ont du mal avec l'écriture ou avec la lecture, vous l'intégrez dans votre requête dans ChatGPT et vous serez impressionné. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de réexpliquer un concept en français facile à comprendre, il va vous le réexpliquer qu'avec des phrases courtes, de moins de 5 mots, sujet, verbe, complément, y compris sur les sujets les plus complexes. Sur la formation, tout le monde est en train de se dire que ça va être une révolution et tout le monde en veut particulièrement fort. La créativité. Là, il commence à y avoir un petit peu plus de débat. Pour tous les non-créatifs, on est tous très heureux de devenir un peu plus créatifs. Vous voyez que toutes les images qui sont générées là ont été générées par l'intelligence artificielle. On est assez content. Mettez-vous maintenant dans les chaussures des grandes agences de création. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a le grand débat. Qu'est-ce que c'est la créativité quand ces intelligences ont été éduquées sur la créativité des autres? Et qu'est-ce que ça veut dire la créativité demain et la créativité augmentée?
C'est un grand débat qui va continuer à avoir lieu ces prochains temps. Il y a une grande démocratisation de l'écriture et de la production d'images et de vidéos. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des gens dont ça a été la patte dans l'histoire et ça a été leur rôle dans la société que de créer ces images. Et qui disent, donc vous pourrez le faire maintenant à la maison, avec une professionnalisation de l'amateur. Et ça va créer des distorsions, ça va peut-être créer de la perte de valeur. Ça veut dire que tous les graphistes, tous les designers ne sont pas des grands designers, ne sont pas des grands artistes. Et une partie de leur métier, c'était de faire des déclinaisons d'images, des déclinaisons de bannières, des déclinaisons... ça, déjà, depuis quelque temps, c'était de moins en moins rémunérateur. À partir d'aujourd'hui, ça a disparu. Donc les graphistes doivent se transformer en chefs de projet ou devenir d'excellents graphistes. Mais les agences, aujourd'hui, de création ne gardent que leurs très grands créas et elles sont en train de se dire qu'il va y avoir des sujets sur les personnes qui sont dans l'exécution créative. La sécurité, la productivité, là, on est sur des sujets plus émergents. Et vous voyez que je les ai classés dans l'ordre de la plus grande acceptabilité à l'acceptabilité la plus compliquée. Avoir un peu d'IA dans sa cybersécurité quand on veut se protéger. Tout le monde trouve ça formidable. Avoir un peu d'IA pour identifier les éléments qui pourraient mettre en danger une entreprise. Tout le monde trouve ça formidable. Mettre de l'IA dans les caméras pour détecter dans les vidéos les actes, si on demande dans la salle, mais on ne va pas le faire, je pense qu'il y aura une partie de la salle qui sera totalement pour et une partie qui sera profondément contre. Et là, vous voyez qu'on franchit le moment où on se pose des questions sur cette hyper-efficacité. Puis après, vous avez les 4 sujets qui font qu'on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe en termes d'éthique et de vie privée quand on a un système qui, de façon autonome, n'est pas capable d'expliquer comment il prend une décision et sur quelles données il a été entraîné et qui a un impact sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle? Ça, c'est le début de la question originelle de la nouvelle réglementation européenne sur l'IA, qui est de dire, en fait, il y a des sujets sur lesquels on va être obligé de réguler et on va être obligé de contrôler. Parce que ce sujet de comprendre pourquoi une décision a été prise, de comprendre comment elle a été construite, elle est à la base de tout notre système légal. Et si on a aujourd'hui des entreprises et des systèmes qui disent « En fait, je ne sais pas l'expliquer, je ne peux pas vous le démontrer, mais c'est là ». C'est le rôle de l'entreprise et le rôle de l'État de dire « Je vais l'utiliser avec nuance, je vais l'utiliser le contrôler, je vais l'utiliser et l'auditer ». Et le dernier IA Regulation Act, il est autour de la responsabilité en fonction de l'impact. Si vous êtes sur un sujet éthiquement dangereux avec une utilisation massive de données personnelles, vous êtes hyper contrôlé. Si vous êtes sur un sujet qui n'est pas éthiquement dangereux et qui n'utilise pas des données personnelles, vous êtes très peu régulé. C'est les 2 critères qui vont donner le curseur de contrôle de l'État sur vous. Et puis, il y a 2 sujets, la désinformation et la guerre, qui ont été spécifiquement identifiés dans la régulation, parce que cela, il pose un énorme problème. Traditionnellement, la France, elle est contre les robots autonomes de guerre. On a toujours dit qu'on était contre, on a, en 2018, fait un pledge international en disant qu'on était contre, et 100% des autres armées du monde ont maintenant des drones autonomes. Et donc, la France dit, alors on a aussi des drones autonomes, mais avec action de l'humain final. C'est-à-dire que le drone peut identifier une cible, peut la tirer, mais on veut encore qu'il y ait un militaire qui la valide. Et là, aujourd'hui, les débats sur ce sujet de l'autonomie par l'intelligence artificielle de la guerre, c'est est-ce qu'on va autoriser qu'un robot autonome puisse agir seul dans le cadre de règles qu'on lui aurait données à l'avance? Ça, c'est aussi un débat très actuel, profondément actuel au sein de l'OTAN, profondément actuel au niveau européen, et qui va poser des questions. Et sur la désinformation, l'IA, elle a permis une seule chose. C'est comme pour la créativité. C'est la professionnalisation des amateurs et l'hyper-impact des professionnels. Il y a toujours eu des professionnels de la désinformation. En 2017, j'étais responsable de la campagne numérique d'Emmanuel Macron. Vous inquiétez pas, plusieurs pays ennemis ont produit massivement des informations et des fausses informations pendant toute cette campagne. Sauf qu'aujourd'hui, je parle de 2017 comme s'il s'agissait d'un temps très lointain, mais la même chose en 2024, et regardez comment cette campagne américaine vient de se terminer. Un amateur seul chez lui peut être le producteur de plusieurs centaines de news par jour avec des illustrations, des textes, des vidéos. Il peut créer des marques de médias d'influence sur les différents réseaux sociaux et faire ce qui fonctionne le mieux dans la désinformation, tenter. En fait, il faut tenter énormément de rumeurs, il faut tenter énormément de positionnements pour qu'il y en ait un qui émerge et que tout le monde se mette à le partager et que ça donne une vérité pour tout le monde. Ça, c'est un énorme enjeu pour nos démocraties. C'est pour ça que le débat sur ce sujet-là, il est très spécifique.
c'est qu'il y a vraiment un danger et qu'il va nous falloir beaucoup d'intelligence de l'autre côté pour maîtriser ce qui va être produit par l'intelligence de l'autre. Ça, c'était pour vous faire un panel un peu général sur les sujets. Mais maintenant, dans nos entreprises. Parce que c'est un sujet maintenant qu'on va aborder avec plus de profondeur. J'ai voulu parler d'autonomie et automatisation. Tout à l'heure, on a parlé du papier carbone, on a parlé de la première automatisation par le transfert d'informations et les bases de données, et on a ensuite parlé d'Internet qui a permis l'interaction directe avec les clients, on a parlé du smartphone qui a permis une interaction directe et permanente. Et là, depuis plusieurs années, normalement, dans la plupart de vos entreprises, vous avez mis en place des outils d'automatisation, c'est-à-dire des outils qui, en fonction de règles définies dans l'entreprise, vont pouvoir avancer dans un process et vont pouvoir dire, à chaque fois qu'on reçoit cette requête, il faut que ça et ça ait lieu dans tel ERP et dans tel logiciel. Ça, c'est la première génération des outils d'automatisation. Ce que l'IA va ajouter dedans, c'est que sur la première requête, avant, on utilisait des outils qui cherchaient des mots-clés dans les requêtes. Vous avez un mail client qui arrive, les premiers outils intelligents de lecture d'email, ils cherchaient quelques mots-clés, quelques références, et ils tentaient de tirer un sens de tout ça et pour faire une proposition à l'agent qui allait traiter derrière l'information. Jusqu'à il y a 2 ans, ces outils sont devenus de plus en plus intelligents. On a eu des outils d'analyse et de compréhension du langage. Ça, c'est des outils d'IA, mais de ce qu'on appelle la génération symbolique. C'est plus léger que les LLM, c'est très performant pour comprendre la langue, mais ça ne permet pas de générer des contenus. Mais ça permet de comprendre. Et ces outils, ils ont permis toute la première génération des chatbots. Et donc, la première génération de chatbots, c'était des chatbots d'automatisation, mais pas des chatbots autonomes. Et la révolution IA qu'on est en train de vivre en 2025, 24-25 en ce moment, c'est celle de l'automatisation et l'autonomie. L'autonomie de l'agent, ça c'est très positif. L'autonomie du client, c'est très positif. Mais là, on arrive à un élément d'autonomie du process. Et là, c'est extrêmement positif pour la compétitivité, mais ça pose plein de questions sur l'éthique, plein de questions sur l'emploi et plein de questions sur quelle organisation dans l'entreprise quand on a des process qui sont autonomes. Autonome veut dire, mon chatbot, il ne va pas juste vous donner une réponse basée sur sa base de données d'informations qui va transcrire de façon très intelligente dans toutes les langues et pourquoi pas avec une vidéo de quelqu'un qui vous répond. Il va aussi être capable de prendre la décision. Et alors, dans quel univers il prend ses décisions ? Dans l'univers dans lequel vous l'avez éduqué. Vous pouvez lui dire, voilà la stratégie d'entreprise, voilà la stratégie de ton service, voilà les objectifs financiers que tu dois obtenir. Et donc, tu peux prendre une décision prise, tu peux prendre une décision d'arbitrage, tu peux prendre une décision de ce type, mais voilà à la fin les objectifs financiers que tu vas devoir tenir. En gros, on brief un outil comme on brief une équipe ou un chef d'équipe. On se met à avoir des agents d'intelligence artificielle dont on va se dire qu'il faut leur donner des objectifs chiffrés, des objectifs dans la tonalité. Si certains d'entre vous ont déjà configuré un chatbot, ou si vous avez déjà configuré la production d'un texte dans ChatGPT, vous voyez bien que vous pouvez aussi l'éduquer sur votre façon de parler. Toutes les entreprises ont une façon différente de communiquer avec leurs clients, et on l'apprend aux nouveaux collaborateurs quand ils arrivent. On a des agences qui parfois nous aident sur l'écriture des emails, sur l'écriture du ton, etc. Comme quand vous formez vos collaborateurs, vous allez former l'agent virtuel sur on a une tonalité jeune et cool, on utilise des phrases courtes, ou alors on a une tonalité plus responsable, tenue, avec des phrases construites, et on essaye d'être un peu plus poli que la moyenne, parce que c'est la culture de notre entreprise. Ça, vous mettiez plusieurs semaines pour qu'un jeune arrive au bon niveau pour le faire, votre agent sera auto-formé grâce à vos indications assez rapidement. Vous avez tous entendu l'exemple du chatbot de la compagnie aérienne qui était la première génération des chatbots, mais l'entreprise avait très envie de dire qu'ils étaient en avance sur l'IA et ils avaient laissé ce chatbot répondre à toutes les questions qui pouvaient lui être posées, y compris des demandes de tarifs, y compris des demandes de promotion. Et donc un chatbot à qui on ne donne pas de règles. Un enfant, vous jouez au vendeur de billets d'avion avec un enfant et vous lui dites « Est-ce que tu me fais une petite réduction ?» L'enfant a envie de vous dire oui pour vous faire plaisir. Le chatbot aussi. Et il disait oui. Mais c'est beaucoup trop cher. Vous trouvez que c'est trop cher ? Très bien, je vous le propose alors à 1 000 €. C'est encore un peu trop cher. Alors, je vous le fais à 800 €. Et si vous avez suivi l'histoire, et c'est pour ça qu'elle est drôle, c'est qu'à la fin, le client qui a eu cette réponse du chatbot, il dit « je veux le prix maintenant ».
Et donc, il a ensuite envoyé la discussion de son chatbot au service client en disant « Vous m'avez proposé ce prix, je le veux ». Et la réponse qu'il avait reçue, c'est « Mais vous êtes fou, c'est le chatbot qui vous a dit ça ». Et tout le sujet juridique, c'était est-ce que l'entreprise était engagée par l'engagement qu'avait pris le chatbot pour elle. Et parce que l'entreprise n'avait pas travaillé le lien entre automatisation et autonomie. C'est quoi les nouveaux systèmes? Et pourquoi ça peut être une révolution radicale? Et c'est ce que je vous dis sur From SaaS to SaaS. Dans les logiciels à destination des professionnels, depuis 10 ans, on parle de software as a service. Un software qu'on paye tous les mois avec une licence, parfois avec l'usage, qui vous rend un service en support à votre activité. Et le nouveau mot depuis 4 mois, comme ça vous pouvez le réutiliser, c'est service as a software. Et là, on ne réfléchit plus à comment mon software, je le paye mensuellement, c'est comment mon software, il remplace une mission de mon entreprise. Quand on dit ça, vous avez vu, c'est un mot qui n'est pas très inquiétant. Si je remplace mission par collaborateur, vous voyez un peu plus où on va. Et en fait, aujourd'hui, c'est des choses que vous faites déjà, par exemple, quand vous externalisez avec des BPO. Quand vous avez un centre d'appel externalisé, vous le briefez en disant « Bon, on va arrêter de prendre les emails et les appels entrants et on vous demande de les traiter. » Et voilà notre brief qualité, voilà notre brief de tonalité, voilà notre brief commercial sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et aujourd'hui, vous allez avoir des services de BPO 100% d'intelligence artificielle par chatbot, de traitement du son, de traitement de texte, que vous allez briefer de la même manière et qui vont vous facturer comme les BPO vous facturaient jusqu'à aujourd'hui, et plus sous un système de licence. Et ça, c'est une vraie révolution pour ceux qui sont dans le numérique. Moi, aujourd'hui, la plupart de mes clients sont tous des softwares. Tout le monde là a 2 ans pour radicalement transformer la façon qu'il a lui-même de vendre sa prestation au client. Et parce que là, on transforme un marché qui était le marché du logiciel au marché du service. Ça veut dire que ces grandes entreprises, elles ont toujours été prêtes à payer pour que quelqu'un réponde au téléphone et aux emails. Elles ont toujours été prêtes pour que quelqu'un traite les demandes, toujours été prêtes pour que quelqu'un fasse et entraîne un process. Aujourd'hui, vous allez avoir des offreurs d'intelligence artificielle qui vont vous vendre ce process et seront même prêts à être payés au nombre d'appels traités, au nombre d'emails répondus, et pas seulement sur un système de licence et de forfait. Et ça c'est une vraie révolution, et ça va entraîner, au niveau économique, une recomposition extrêmement rapide et qui pourra faire des perdants. Tout à l'heure, Pierre, tu as rappelé l'engagement que vous avez pris à HRS de faire un saut technologique entre 2019 et 2024. Il y a des entreprises qui n'ont pas fait le saut technologique, et elles vont mourir. Parce qu'en fait, si on n'a pas fait les sauts technologiques de 19 à 24, on n'est pas prêt à faire ceux de 24 à 30, c'est-à-dire ceux basés sur l'automatisation et l'autonomie. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on accompagne et comment on démarre. Parce qu'il y a plein de façons de le faire. Et surtout, il y a plein d'organisations différentes. Et c'est pour ça que je parlais de people, process et partners. People, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de est-ce que vous avez déjà testé ChatGPT? Il y a 1 an, quand j'ai fait une conférence sur l'IA, c'était le début de la Gen AI, et que je demandais dans la salle, il y avait que les geeks, que les DSI et que les gens qui venaient des services informatiques qui avaient tous déjà utilisé ChatGPT. Aujourd'hui, qui l'a pas encore utilisé? Bon, on a moins d'une personne et je dirais pas qui c'est, mais tout le monde l'a déjà au moins utilisé une fois. Maintenant, est-ce que ici quelqu'un l'a déjà utilisé au travail alors qu'il n'avait pas le droit? Pareil, je ne dirais pas. Tout à l'heure, je vous ai raconté un exemple, quand je vous montre du doigt, l'arrivée du smartphone et l'arrivée d'Internet. Au tout début, on n'avait pas le droit d'utiliser son ordinateur de travail pour envoyer un mail pro et pouvoir le finir à la maison, par exemple. Et donc, qu'est-ce que faisaient les gens? Moi, j'ai commencé ma carrière en 99. À votre avis, on se forwardait le mail pro sur notre mail perso, et le mail perso, on le récupérait sur notre smartphone, ou à la maison, et on finissait le travail à la maison, et on se le renvoyait du mail perso au mail pro. Est-ce que vous trouvez que c'est très sécure? Est-ce que vous trouvez que c'est très professionnel? Non. Mais est-ce que c'était ma faute ou la faute d'une règle interne qui empêchait de le faire? C'est plutôt la faute de la règle interne. Et là, aujourd'hui, sur l'IA, sur People, Process, Partner, il est de la responsabilité de tout le monde d'aborder ce sujet en entreprise, parce qu'en fait, tous vos collaborateurs, tous vos directeurs, tout le monde l'utilise. Mais parfois, ils le font dans le dos des autres. Et donc, ça peut amener quand même des entreprises, parfois, à mettre des données extrêmement sensibles en copier-coller dans ChatGPT en disant « résume-moi ça ».
avec le résumé de tous les chiffres confidentiels de l'année, par exemple. Si vous êtes dans la finance, c'est magique d'envoyer un Excel dans ChatGPT. Magique. Vous lui demandez de vous faire vos moyennes annuelles commerciales, tout ressort parfaitement. Et avec les outils dédiés à la finance, c'est encore plus impressionnant. Mais si ce n'est pas votre entreprise qui l'a mis en place, qui n'a pas eu la mise en place de data safe, etc., ben en fait, tout ça, vous le diffusez un peu partout dans le monde. Et donc, un des premiers enjeux, c'est d'en parler. Il faut être capable d'en parler avec les collaborateurs, d'en parler avec ses supérieurs, il faut être capable d'en parler entre soi, il faut en parler au board, il faut que tous les niveaux de l'entreprise ressentent que c'est là, ça existe, et on a besoin de pouvoir évaluer et de pouvoir avancer. Le deuxième point, c'est process. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'autonomie et d'automatisation. Une fois qu'on a décidé d'y aller, qu'on s'est tous dit qu'on avait envie d'essayer, on va identifier les process dans lesquels c'est intéressant. Aujourd'hui, dans une entreprise, objectivement, sur les emails entrants, toutes les entreprises qui n'auront pas mis un dispositif d'autonomisation et d'autonomie sur le traitement, la qualification et pourquoi pas la résolution de tous les emails entrants massifs vont perdre en compétitivité. 100% de vos concurrents vont avoir des outils qui vont leur permettre de baisser leurs coûts et d'avancer très vite sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un process prioritaire aujourd'hui en 2024. Après, aujourd'hui, il y avait des process dont on disait toujours qu'ils ne pourraient jamais être automatisés, qui peuvent très très bien être automatisés et qui peuvent même l'être parfois avec une meilleure qualité que quand un humain intervient. Et parfois même avec une plus grande satisfaction du client final. Donc, dans l'assurance, par exemple, sur le claim management, on a toujours dit c'est dangereux qu'à la fin, ce soit des règles qui le décident. Donc, jusqu'à aujourd'hui, y compris les plus grands assureurs, ils avaient mis des clés de variation. En dessous de 500 €, on ne regarde pas. Globalement, si le client n'est pas tagué client suspect, quel que soit le claim, on va dire oui à la fin et on fait juste une vérification automatique des papiers qu'il envoie. Et dès que c'est au-dessus de 500, ça devient sérieux et il faut un humain qui vérifie. Avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle autonome de gestion des claims automatisés, on peut, du claim à 100 € jusqu'au claim à 50 000 €, avoir une gestion intelligente du question-réponse, des documents demandés, de l'analyse de risque et de l'analyse de décision, qui à la fin donne un score. Et l'entreprise peut décider qu'un humain relise ce score final ou peut configurer le système en disant jusqu'à 50 000 €, j'autorise mon système à prendre une décision et l'envoyer au client le plus vite possible. Pourquoi est-ce que le client final peut y trouver son intérêt? Parce que un claim, si vous avez déjà fait un claim assurance entreprise jusqu'à 50 000 €, c'était 1 an, avec discussion, 1 semaine ou 2 semaines entre chaque envoi, 1 ou 2 semaines entre chaque retour d'expert. Là, vous pouvez faire un claim en 1 mois sur des montants à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est une révolution. Et les entreprises assurantielles qui n'auront pas fait ça seront très lourdes, seront plus chères, seront plus compétitives et disparaîtront. Et le dernier point, et ça c'est pour moi le point le plus important, et c'est aussi celui qui vous réunit aujourd'hui, par où on commence, c'est avec qui on commence. Et le sujet des partenaires, il est essentiel, parce qu'avec l'IA, vous pouvez prendre le sujet de tous les côtés. Est-ce qu'on le fait avec les consultants qui travaillent avec nous sur la transfo digitale? Est-ce qu'on le fait avec un software? Est-ce qu'on le fait en direct avec des LLM? Est-ce qu'on le fait avec notre provider de software verticaux de notre expertise? Ma réponse, c'est tout ça à la fois. Il faut mettre un peu de consulting pour tester des choses nouvelles en termes d'organisation. Aujourd'hui, vos fournisseurs de software, normalement, sont les premiers à avoir investi dans l'IA, puisque c'est leur métier. Et donc, ils vont vous fournir des solutions qui vont permettre à vos collaborateurs et à vous-même de bénéficier et de multiplier les effets. Et puis, les partenaires, c'est aussi les gens dans l'entreprise qui ont fait un pas en avant sur le sujet. Et ça, il faut les identifier, il faut être capable de collaborer avec eux et de les mettre en avant pour accélérer. Donc moi, conseil final, qui n'est pas un conseil, mais qui est un regard que j'ai sur le sujet, c'est que ça va être extrêmement positif pour la compétitivité européenne. Et je pense même que ça va être extrêmement positif pour l'emploi. Mais à une seule condition, c'est qu'on se transforme assez vite. Parce que si on ne le fait pas assez vite, d'autres pays qui sont plus en retard que nous aujourd'hui économiquement vont pouvoir avoir des solutions et des entreprises qui vont être extrêmement compétitives alors qu'ils n'auraient pas, par exemple, le nombre de diplômés suffisant pour avoir assez d'informaticiens pour pouvoir aller assez vite. Avec l'IA, on n'a plus besoin. Un plus petit pays ou un pays plus en retard que l'Europe, que la France, pour aller plus vite que l'Europe et la France et l'Allemagne, pour développer des nouveaux champions. Et donc, si on veut continuer à être là où on est, si on veut continuer à conserver notre avance, et y compris dans une stratégie interne d'entreprise,
on peut parfois se dire, si j'automatise trop, en fait, on va me couper mes budgets, puis on va me couper mes ETP que j'allais demander pour l'année prochaine. Et moi, je vous dis, et si c'était le contraire? Et si, grâce à l'hyper-optimisation de vos services, vous arriviez à obtenir plus de budget pour créer encore plus d'impact? C'est ce qu'on a vu avec Internet, c'est ce qu'on a vu avec les précédentes révolutions, et il n'y a pas de raison que ce soit différent avec celle-là. Alors, je suis la voix de l'optimisme, mais c'est aussi parce que vous allez attendre la voix du pessimisme absolument partout ailleurs. Et donc, c'est important que vous ayez toujours ces deux pendants dans votre regard sur l'impact de l'IA. Et je vous dis aussi de le traiter avec sérieux sur les sujets d'éthique, sur les sujets de manipulation de la donnée. Mais ces sujets-là, juridiques, protection, éthique, ils se gèrent. Depuis le RGPD, personne n'est mort du RGPD dans cette salle, toutes les entreprises ont su mettre en place des barrages, des protections, une intelligence collective sur le respect des données. Et bien ça va être une force incroyable pour accélérer sur l'IA. J'espère en tout cas vous avoir ouvert quelques perspectives sur le sujet. J'espère qu'aujourd'hui, Pierre, vous allez découvrir encore plus d'éléments, de cas pratiques pour chez vous. Moi, j'ai eu la chance depuis 1 an de travailler près de 4 fois sur le sujet du business travel et de l'impact de l'IA. Je vois des choses extraordinaires. Je vois des choses extraordinaires sur le traitement des messages entrants, sur l'autonomie de la décision, sur le lien entre les outils existants de réservation et la relation client finale. Je vois des choses extraordinaires sur le traitement de la relation commerciale active. Je crois sincèrement que vous allez vivre des années assez intéressantes professionnellement, les plus jeunes comme les plus anciens, et que c'est un bon moment pour travailler aujourd'hui dans l'économie. Merci à toutes et merci à tous. Merci Mounir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors de mon côté, si je peux commencer à en lancer une, quand on a échangé, tu as parlé du fait de combiner effectivement différentes IA entre elles, avec une notion, je crois, d'IA générative et d'IA symbolique. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça fonctionne et quelques exemples? Si on reprend l'exemple du chatbot de tout à l'heure, le chatbot de la compagnie aérienne, IA générative, on lui pose une question, il répond la meilleure réponse qu'il pensait, la réponse la plus probable attendue par la personne qui a posé la question. Voilà comment il a été programmé, voilà comment il est construit, voilà ce qu'il fait. Si personne ne relie et personne ne contrôle, lui, il va reproduire ça à chaque fois. Mais si vous dites que vous allez avoir une deuxième intelligence artificielle chargée de lire ce qu'il a produit, mais elle, n'étant pas une intelligence artificielle générative, mais symbolique, en fait, ça veut dire qu'elle va identifier à l'intérieur les éléments de langage, les éléments de logique entre les éléments, et elle va être capable de transférer ces éléments de logique à des éléments matériels de base de données et de règles internes d'entreprise. Par exemple, l'IA générative ne sait pas ce qu'elle dit. Elle dit ce qui est attendu en fonction de ce sur quoi elle a été éduquée. Donc, si elle a été éduquée sur votre FAQ, elle va dire ce qui est attendu sur le sujet. Vous demandez un tarif moins cher, je vous propose un tarif à 8 000 €. L'IA symbolique va voir tarif, vous propose 8 000 €. Et elle va le relier à, dans nos bases de données, ça veut dire tarif, 800 € pour un billet Paris-New York. Elle, c'est ma cliente professionnelle sur ça. Gros warning, c'est pas du tout dans nos règles de gestion. On peut pas faire ce 800 €, ça n'existe pas. Et donc, c'est cette IA symbolique qui va redire à l'IA générative, régénère une réponse où les chiffres devront être 1 499 € et rajoute cette phrase à la fin. Ces chiffres ont été identifiés par recherche sur vos conditions commerciales actuelles, etc., etc. Et là, vous voyez, ces deux agents autonomes, complètement informatisés et qui, ensemble, vont pouvoir prendre une décision qui, avant, nécessitait un être humain plus une IA. Et là, en faisant symbolique plus génératif, on a le best of the best sur l'autonomie intelligente. Est-ce que certains de nos partenaires hôteliers, dans leur système de contact avec les clients, ont mis en place de telles solutions? Moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce concept de combiner plusieurs IA entre elles. J'avais en tête effectivement l'histoire c'était Air Canada qui avait ce problème sur le chatbot qui proposait des prix de dingue et qui ont finalement, enfin le client a obtenu son prix et ils ont débranché
l'IA qu'ils avaient mis en place au final. Vous avez des exemples de solutions d'IA qui échangent avec vos clients sur certains hôteliers ici présents? Ou est-ce que vous avez déjà tenté? Ah, attendez, on va vous amener un micro. Attendez. Bonjour à tous. Moi, je travaille pour Brit Hotel et sur notre site internet, il y a maintenant quelques années, ça va faire il y a 5 ans, peut-être en 2020, 2019, on a dû mettre un premier chatbot qui a duré 6 mois, 8 mois. Il n'était pas du tout prêt. Et effectivement, dans les réponses qui étaient apportées à nos clients, en fait, on l'avait pas assez bien formé, on n'était pas encore prêt. Donc on l'a enlevé au bout de 6-8 mois pour le remettre. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué de trouver un prestataire qui comprenait aussi nos demandes, nos difficultés et qui pouvait adapter en fait toutes les réponses, parce qu'en fait nos clients ils peuvent poser tout et n'importe quoi. Comme aussi des questions qui ne concernent pas forcément des réservations, mais ils peuvent être dans les chambres d'hôtel directement et sur notre site internet poser des questions par rapport à leur expérience dans l'établissement à l'instant T. Donc ça va beaucoup plus loin que de la réservation sur l'instant T, et c'est là où c'est cette réflexion-là qui est beaucoup plus globale et sur laquelle il faut travailler. Voilà. Bah là, dans votre exemple, c'est très fort. C'est là où une IA d'interprétation symbolique sera plus intéressante, parce qu'elle pourra identifier que le client est en train de parler d'une situation dans sa chambre. Lui, il va dire « Ah, il demande quel est le numéro pour pouvoir réserver un lunch dans sa chambre ». Il va pouvoir identifier ça et rerouter vers la bonne intelligence générative ou vers le bon être humain pour apporter une réponse. Alors que l'IA générative, si vous lui demandez ça, elle pourrait vous répondre, mais vous pouvez appeler la réception, et puis elle va utiliser en moyenne le numéro qui est le plus donné dans tous les textes qui lui ont été appris, en appelant le 9, et vous pourrez commander votre lunch room. Si vous n'avez pas configuré des règles pour lui dire de ne pas le dire. Mais si vous lui donnez aucune règle pour ne pas dire, elle va dire ce qu'elle pense être le plus intéressant. Dans ChatGPT, le plus drôle, c'est si vous tapez le nom de n'importe qui, en donnant son métier, et vous dites qui est Conrad Westphiler, le physicien, il ne peut pas vous dire non. Donc en fait, il va vous dire Conrad Westphiler est né en 1783, c'est un grand physicien connu en Angleterre, il a étudié à Oxford et ses principales découvertes sont ça, ça et ça. Et puis vous cherchez sur Google et puis ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ChatGPT Search, en fait, il utilise ChatGPT, mais il rajoute une IA symbolique par-dessus qui vient contrôler que ce qu'il vous dit est bien basé sur des ressources trouvées sur Internet et en vous donnant les sources. Mais c'est déjà un double agent. ChatGPT, c'est pas un agent simple, c'est un agent double, voire triple, qui va revérifier par exemple vos chiffres. Quand il vous fait des comptes, des opérations ChatGPT, elles sont recontrôlées par une IA symbolique mathématique qui revérifie que les sommes sont des sommes. Parce que sinon, et ça c'était un peu les blagues des premiers modèles LLM, ils ne comprenaient pas les maths, ils savaient juste que c'était des séries de chiffres avec des signes dedans. Et donc, il vous distribue une série de chiffres avec des signes dedans, en trouvant ça très beau, et en vous disant, voilà la grande équation de Wertmüller du XVIIIe siècle, en inventant complètement les chiffres. Et donc, c'est ça qui est important, c'est ces systèmes de contrôle interne qui peuvent vraiment changer ce qui va sortir de l'autre côté. Et on a des exemples français d'entreprises qui produisent donc ces différents modèles? En fait, quand je vous parlais de partners, trouver le bon partenaire, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, si vous avez déjà lancé un tender, un appel d'offres, un appel à projet, ou simplement faire une recherche de partenaires pour la mise en place d'un projet IA dans la boîte, c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, vos offreurs IT traditionnels ESN vous disent qu'ils sont les plus en avance sur l'IA. Les petites boutiques nouvelles d'IA vous dites qu'ils sont les seuls à faire de l'IA. Ceux qui faisaient de la data pendant les 15 dernières années sont tous devenus experts en IA. Les fournisseurs de software disent mais en fait t'as pas besoin d'un truc en IA puisque nous on est IA déjà, donc on va le faire pour toi. En fait c'est dur de savoir avec qui on fait, et il y a beaucoup de promesses et de surpromesses. Aujourd'hui le sujet de ChatGPT, si OpenAI veut gagner de l'argent, il va falloir qu'ils aient des outils utilisables en entreprise, et pas que de façon générale. Il va falloir qu'elles rentrent dans les process. Et ils ont du mal à rentrer dans les process d'entreprise. Si vous regardez, il y a une startup qui s'appelle H, entreprise française, qui a levé de l'argent en France, mais qui est plutôt du cash international, qui dit « Nous, on veut être le numéro 1 de l'IA intégrée dans les process d'entreprise ». Bon, tout le monde s'est dit « C'est formidable, on va enfin avoir quelque chose qui sort de… »
Et hop, ils ont disparu, les 2 cofondateurs sont partis, on ne sait pas ce qui se passe. Lighton, petit acteur français, 3 ans, énorme, vont être cotés en bourse dans quelques semaines. Eux, pendant 8 ans, ils font de la phototonique, l'analyse des photons et comment on peut créer des microprocesseurs basés sur la lumière. Ça n'a pas marché, aucune entreprise n'a jamais acheté leur solution. Mais pour faire ça, ils ont dû développer des modèles d'intelligence artificielle. Il y a 3 ans, ils disent, en fait, on n'est pas plus con que les autres, on a fait des LLM avant que les LLM ils existent. Donc nous aussi, on va prendre tout ce qui est dans la recherche publique et on va transformer nos modèles d'avant en modèles LLM. Et là, c'est la première entreprise française, tu sais, avec qui on peut faire, qui propose des choses. Mais leurs outils sont tout récents. Et donc, en fait, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas une marque qui va vous dire « je suis le leader de ça ». Si vous avez dans vos entreprises des outils d'automatisation de type UiPath, de type... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil d'automatisation des process Je suis resté à Excel. Tous ces outils-là vont vous dire Pegasystem, ça vous dit des choses? Non. Tout ça, c'est des outils que vous retrouvez dans vos outils intégrés, dans vos logiciels, quand votre entreprise est d'une certaine taille, et qui va entraîner, par exemple, sur les process RH, quand vous faites une demande, de directement lancer les différentes actions qui vont derrière, etc. Bon, la vérité, c'est qu'ils ont ajouté une couche de LLM pour générer des réponses un peu plus sympathiques, mais que derrière, c'est un moteur de règles configuré à la main par des consultants qui vont regarder le process de l'entreprise et l'encoder dans le système d'automatisation. On n'est pas encore sur de l'IA mise au service des entreprises. Et les entreprises de BPO, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est arrivé à Téléperformance. Téléperformance, à chaque revue de marché, dit on est très fort sur l'IA, et à chaque revue de marché, les experts disent l'entreprise n'est pas prête face à la révolution de l'IA, et ils perdent en cote. Ils ont perdu 23% aux dernières annonces. Et le patron a donc viré le patron fondateur a viré le patron qui venait de nommer en disant puisque tu n'es pas capable de ça, je vais le faire. Et à chaque conférence d'experts, vous le voyez s'énerver en disant mais puisque je vous dis qu'on est très fort en IA. Et sauf qu'en fait, les experts disent, vous avez beau dire ça, Richard, mais quand vous vendez à vos clients, vous vendez toujours du temps humain derrière le téléphone et vous vendez du temps humain de traitement des emails et vous vendez. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas encore mis en place un modèle basé sur l'autonomie et sur l'automatisation. Et face à lui, ce qui lui a fait beaucoup de mal, 40% sur lui, c'est très violent. C'est le CEO de Klarna. Klarna, qui est un outil de paiement en ligne. Oui. Et qui a fait une déclaration 3 jours avant les publications des comptes de Téléperformance pour dire que lui, il avait cuté par 2 tous ses coûts d'outsourcing, de prise en charge des appels entrants et des emails entrants, et de ses ressources humaines sur les appels entrants et les sujets entrants, grâce à l'intelligence artificielle. Et il rajoute, il n'y a aucun avenir pour l'outsourcing BPO. Et comme c'est la boîte qui monte, ça a fait beaucoup de mal. Attends, on va te donner un micro. Bonjour à tous. Première question, donc LLM, qu'est-ce que c'est? Et la deuxième, c'est, vous parlez d'IA et en même temps de moteur de règles. Moi, j'ai souvenir de mes études début 2000 avec les systèmes experts. Et du coup, je ne suis pas sûr de voir la différence entre l'IA et ces systèmes experts d'avant, où en fait on définissait, comme vous le disiez, un moteur de règles. On parlait beaucoup de configuration de l'IA, et du coup je ne suis pas certain de savoir quelle est la différence entre quelque chose qu'on a configuré d'une part, et quelque chose qui est autonome d'autre part. Eh bien, c'est exactement le chemin que j'essaie d'écrire sur automatisation. LLM, c'est les modèles larges de langage. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le principe de ces intelligences artificielles qui savent générer du langage, c'est-à-dire qui savent générer du texte ou des images sur ce qui est attendu de ce que vous avez demandé. C'est pour ça que quand on donne un prompt, lui, il a été éduqué sur l'intégralité de tout ce qui a été écrit depuis que l'univers existe et que ça a été écrit quelque part. En gros, c'est ça nos grosses bases de données du moment. Et donc, quand on lui pose une question, statistiquement, lui, il va apporter une réponse qu'il considère être celle qui a le plus de chances d'être celle qui devrait être faite face à cette question ou à ce prompt. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il n'a aucune idée des concepts qu'il manipule. Dans la façon dont fonctionnent ces modèles LLM, on regarde par quelle unité il décide quelle est la prochaine chose sur laquelle il va calculer la statistique. En gros, est-ce qu'il va se dire quelle est la prochaine lettre que je dois mettre là, ou le prochain mot que je dois mettre là, ou le prochain concept que je dois mettre là?
on est encore à un moment préhistorique où c'est à la lettre près. En fait, ces modèles, quand ils écrivent une phrase, ils écrivent d'abord un L, et après, ils se disent statistiquement quelle devrait être la lettre qui vient après ce L. C'est un A. Qu'est-ce qui doit venir après? C'est un espace. Mais lui n'a aucune conscience du chemin long. Sa conscience, c'est celle d'un poisson rouge, c'est quelle est ma prochaine lettre que je dois vous donner. Et c'est en réfléchissant comme ça statistiquement que ça génère des mots, génère des phrases, parce que comme statistiquement il s'est basé sur tout ce qu'il a appris du langage, il est capable de reproduire le langage. Pour les images, quand je lui demande de générer une femme qui pilote des drones, pour chaque pixel, il se demande quel est le pixel d'après que je dois faire pour qu'on respecte ce qu'on a dit, c'est-à-dire une femme qui pilote des drones, sachant que j'ai été éduqué sur tout ce système d'images, que quand on a un fond, il doit y avoir un dégradé qui va de là à là, et donc je sais que les dégradés, puisque j'en ai appris plusieurs milliards, ça se fabrique comme ça. Et donc les modèles LLM, c'est des modèles prédictifs qui simplement sont capables de construire quelque chose sans savoir de quoi on parle. Les moteurs de règles, eux, sont extrêmement mauvais pour produire. Ils sont formidables pour contrôler. Et donc c'est pour ça que le moteur de règles, pour contrôler ce qu'on a fait, c'est formidable. Mais quel est le plus grand défaut des moteurs de règles? C'est que si jamais la question qu'on lui pose n'a pas été encodée, le moteur de règles, il dit « je sais pas ». Ou pire, il dit pas « je sais pas », il bloque. Et du coup, le process s'arrête et on a une alerte qui dit remontée humaine ou traitement par un expert de l'autre côté. Avec les IA de type symbolique, elle sait toujours donner une réponse et elle sait même donner un score de dire j'ai donné cette réponse et je suis à 100% dans mon moteur de règles. Et elle va pouvoir donner des réponses en disant bah voilà, c'était un cas qu'on ne connaissait pas, il n'était pas inscrit dans le moteur de règles, mais en analysant tout notre moteur de règles et les éléments qu'on a dans la base de données, j'ai eu un score de confiance de 99% pour prendre cette décision et ce contrôle, et je pense que c'est le bon. En fait, elle peut extrapoler les règles pour l'adapter au contexte spécifique du moment où ça lui a été exposé. Et c'est pour ça que c'est plus flexible qu'un moteur de règles. Mais par exemple, dans des industries extrêmement sensibles, on ne va pas mettre une IA symbolique, on va mettre un moteur de règles strict en disant, tu vois, une réponse médicale, on pourrait dire, le LLM peut générer une réponse, mais on veut que ce soit un moteur strict de règles bien éduqué, basé sur les règles internationales de recommandations médicamenteuses, qui doit contrôler les chiffres qui sont donnés sur les posologies, par exemple, en disant, là-dessus, il n'y a pas à projeter, il n'y a pas à faire, on n'est pas capable de prendre un risque. Mais sur beaucoup des métiers de l'automatisation autour de la relation client, on a le droit de prendre 5% de risque, parce que c'est pas cher, et les conséquences sont pas graves. 10% de risque, c'est la frontière. 15% de risque, je ne sais pas si vous êtes prêt à prendre 15% de risque avec vos clients. Et là, vous dites, pour 15% de risque, je préfère payer et gérer les choses. Mais 5% de risque avec votre client vous le pardonnera, vous le paierez peut-être après coup pour les quelques fois où ça n'aura pas marché, mais ça passe. Et donc, c'est tout ce sujet de sensibilité-là qu'il faut configurer, regarder. Alors, Google Gemini, aujourd'hui, par rapport à ChatGPT, déjà, gros échec, mais grande différence entre les deux. C'est le ChatGPT de la solution Google Entreprise. Le sujet, c'est qu'est-ce que c'est un GPT? Un GPT, c'est un outil qui utilise un LLM à la fin, mais qui rajoute plein de couches. Et en fait, ces couches, aujourd'hui, elles ne sont pas transparentes. C'est pour ça que ChatGPT, on dit ChatGPT 4.0, 4O, la toute dernière qui vient de sortir, là, qui tourne depuis à peu près 1 mois et demi. En fait, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas eu de mise à jour du modèle LLM, c'est le même modèle LLM, mais à l'intérieur, ils ont rajouté plein de briques d'agents interconnectés. Ce qui fait que Gemini, par exemple, quand vous lui posez une question, en fait, vous interagissez pas directement avec le modèle LLM. Vous interagissez avec ce que Google a voulu construire comme modèle multi-agent dans Gemini, et pour pouvoir produire quelque chose à la fin. C'est aussi là que vous pouvez introduire votre moteur d'éthique. Gemini, au moment de son lancement, s'est fait critiquer par les soutiens de Trump, parce qu'à chaque fois que vous demandiez une génération d'images, quoi qu'il arrive, elle était diversifiée, elle introduisait une grande diversité ethnique basée sur les ethnies américaines. Donc blanc, noir, latino. Y compris si vous étiez dans un contexte historique européen. Y compris si vous étiez dans un contexte du Maghreb. Comme il n'y a pas d'arabe là-bas, elle ne générait jamais d'arabe. Donc c'était quand même un peu particulier. Et donc les Trumpistes avaient dit, bah, on lui demande de générer une image d'Allemand, et il y a des Allemands noirs et des Allemands latinos. C'est quand même bizarre, d'armée allemande. C'était l'exemple qu'ils avaient fait.
c'était un exemple extrême, c'était de demander des images historiques. Et donc, quand on demandait des Indiens, ça mettait des Indiens blancs. Donc, il y avait un sujet, c'est que Gemini avait lui-même intégré l'idée qu'à chaque fois qu'une requête était faite, il fallait introduire de la diversité. Donc, en fait, le LLM, il ne générait pas ce que vous lui avez demandé, il générait ce que vous avez demandé, multiplié par toutes les règles internes qui ont été données à Gemini. Ça a fait un scandale, ils ont suspendu le générateur d'images pendant 48 heures, et puis ils ont remis un moteur d'image pendant 48 heures, qui vous invite à faire attention à l'usage d'images qui n'aurait pas introduit de critères de diversité à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de l'imposer à l'utilisateur, on lui dit « Attention, vous demandez tel sujet, présente-moi un board d'entreprise ». C'est vrai qu'aujourd'hui, du fait que ces images ont été générées par les images existantes, elle va toujours vous mettre que des hommes blancs. Parce qu'elle pense que c'est ça que vous attendez. Vous lui avez demandé une image d'un board. Et ben lui, les images de board qu'il a, c'est des images avec des hommes blancs. Donc il vous avait un board avec 12 hommes blancs ensemble. Pas de femmes, pas de gens divers, etc. Donc c'est bien de la biaiser pour qu'elle apporte plus de diversité, mais c'est dangereux de ne pas savoir quel était le biais qui a été introduit pour corriger le biais qui était dans les données d'origine. Et ça, c'est le grand sujet aussi qu'on doit tous affronter quand on utilise ces IA génératives. Ah, alors une dernière. Oui. Pardon, merci. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple de la campagne de Donald Trump, notamment avec les fake news, etc. On est d'accord qu'il va falloir réguler justement l'usage de l'IA, qu'il va falloir un régulateur au niveau international, que ce soit en Europe ou à travers le monde. Et en même temps, vous dites qu'il faut l'adopter très vite, notamment dans les process internes des entreprises. Est-ce que, du coup, c'est safe, entre guillemets, d'adopter un outil qui n'est pas encore totalement régulé, quitte en fait à devoir faire marche arrière d'ici quelques mois ou quelques années? Moi là-dessus, je suis vraiment un grand soutien de la régulation européenne qui a été adoptée il y a quelques mois. Encore une fois, vous avez un tableau de bord des risques. Ça vous dit, si vous faites de l'intelligence artificielle qui utilise des données personnelles dans la santé, vous êtes ultra régulé. Aujourd'hui, un acteur de santé qui veut utiliser de l'IA pour de la fabrication de molécules médicamenteuses, il a encore plus de contrôle que quand il faisait ça chimiquement et manuellement, c'est-à-dire que ces modèles doivent être transparents, auditables, il doit respecter des règles de mise en place extrêmement importantes. Si vous faites du militaire avec de l'IA, vous êtes ultra soumis au contrôle étatique sur l'utilisation des algorithmes que vous mettez à l'intérieur. Mais si vous faites de l'automatisation sur la relation client, vous n'êtes pas soumis à des contrôles parce que le risque final dont vous parlez, il est quasiment inexistant. S'il y a un risque commercial, donc ça c'est plutôt un risque, c'est pas à l'État de nous dire si on peut gérer un risque commercial, c'est nous qui savons si on veut gérer un risque commercial. Mais le sujet de l'utilisation des données personnelles, lui, il a été traité dans RGPD. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec vos données clients, avec ou sans IA. C'est que vous n'avez pas connu le monde avant RGPD, où on faisait vraiment n'importe quoi, où on utilisait les données clients pour se faire vraiment... Enfin, honnêtement, les premiers outils de data analyse, en gros, on utilisait toutes les données clients, on le faisait dans des bases de données, on envoyait un prestataire qui renvoyait à un autre, il y avait des méga-bases interprestataires. C'était quand même assez sale. Depuis RGPD, on ne peut pas faire tout ça. On fait attention aux données, on les efface de façon cyclique, on a une responsabilité. Et ben, on devra faire pareil avec l'utilisation de ces données-là dans l'IA. Et honnêtement, ça va assez loin. Je suis très heureux, c'est moi qui ai porté le sujet RGPD dans la loi française. Et tout le monde à l'époque, en 2018, tous les représentants d'entreprise, tous les syndicats d'entreprise avaient dit « Vous allez nous tuer, c'est la fin du numérique en entreprise, on ne pourra plus faire de données personnelles ». À la fin des fins, tout le monde est heureux, on a arrêté de faire les bêtises qu'on faisait tous. Et moi je dis nous parce que j'étais dans l'industrie numérique et en plus l'industrie numérique et la communication et la créativité, où on utilisait vraiment tout. On faisait de l'email personnalisé en allant choper toutes les données qu'on pouvait trouver en rachetant à des brokers de data des données sans consentement. Ça, c'était vraiment les années 2010-2015. Et à partir de 2015, les gens se sont responsabilisés. Et 2018, il y a enfin eu le RGPD. Donc c'est pour ça que je n'ai pas peur pour vous, je n'ai pas peur pour l'usage en entreprise, si on fait bien attention. Il ne faut pas par exemple, dans la décision RH, il y a un vrai sujet. On ne peut pas automatiser les augmentations, on ne peut pas automatiser les autorisations, on peut pas automatiser... Par contre, on peut automatiser les process, et on peut améliorer la relation. Mais pour conclure, je vais vous donner une anecdote chez Google. Chez Google, ils ont mis en place un nouvel outil qui s'appelle Google Livebook, ça dit quelque chose, Notebook, Google Notebook.
qui vous permet de faire du résumé complet de tout ce que vous lui envoyez dedans. Et en plus, il peut vous générer des choses assez extraordinaires. Vous mettez un article scientifique un peu complexe, vous mettez l'intégralité de tous les posts de blog que vous avez écrits les 10 dernières années, et vous lui dites « génère-moi un podcast de moi ». Point. Et vous avez un podcast audio qui est généré de vous, en train de répondre à des questions très intelligentes, et qui parle de tout ce que vous avez fait, et il identifie les éléments intéressants, et vous raconte ce truc-là. Ça, c'est l'usage officiel. Et j'ai rencontré un responsable de Google qui m'a dit « Mais Mounir, tu sais comment les utilisent les gens en interne, et c'est devenu un cauchemar pour les ressources humaines. Les gens uploadent leur CV, mettent le lien de leur LinkedIn, et disent « Génère-moi un podcast qui parle de moi, définit mes qualités et mes défauts pour cette fiche de poste-là qui vient d'être publiée dans le truc interne de Google. » Et là, il me dit, tout le monde fait ça, tout le monde écoute le truc, et tout le monde arrive devant la RH comme étant la personne la plus qualifiée au monde pour le nouveau job interne. Le problème, c'est que comme 100% des Googlers l'utilisent, ça fait qu'à chaque fois qu'ils répondent à une annonce interne, ils sont tous beaucoup trop forts pour faire le truc. Et ben, je vous invite à le faire, c'est drôle, je l'ai fait. Vous avez quand même une voix qui vous parle de vous, avec vos défauts, vos qualités, c'est assez formidable. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mounir. Merci beaucoup. C'était vraiment, je pense, très intéressant.